l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand. Ici Montferrand, c'est le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Christophe Buron, Arnaud Clerc et Valérie Lefort. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martial, salut à tous. Alors au lendemain du succès de l'ASM à Paris face au Stade Français et de la performance de l'ouvreur clermontois Jack McIntyre, je vous propose une question très simple. Jack McIntyre a-t-il l'étoffe d'un numéro 1 ? Rapide tour de table, on commence avec toi Christophe. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Why not ? Why not ? Faut voir. Arnaud ? À voir. À voir. Valérie ? C'est un débat entre Normands aujourd'hui. Peut mieux faire. Peut-être 20 oui, peut-être 20 non, tu vas me dire. Oui, non, c'est possible, effectivement. Ouais. C'est possible. Ouais. Ok. Deux, trois petites choses à gommer, mais après, ça peut le faire. Donc, un mot quand même sur la performance face au Stade Français. Il a confirmé son bon début de saison. Il y a deux aspects à remarquer chez un demi-ouverture, enfin surtout quand il est buteur, c'est sa réussite au pied face au perche, selon les conditions et les contextes qui peuvent différer, on l'a vu. Et sa prestation, sa performance dans l'animation du jeu, dans la distribution, dans son rôle de demi-ouverture en match et de son association avec Morgan Parra. Face au perche, évidemment qu'il a été royal. Depuis le début de saison, d'ailleurs, il confirme que c'est un buteur d'une trempe internationale. Alors, face au Stade Français, de réussite. Et là, je peux vous dire que les conditions étaient compliquées. Il y avait une espèce de vent tournoyant. Il y avait des drapeaux qui tournaient un coup à droite. Dans le même temps, il y en avait d'autres qui étaient à gauche. Plus des problèmes de chrono. Ah les chronos, là, c'était l'enfer. Oui. On se serait cru dans un stade d'un autre âge. Qui passe en récupérant deux fois le ballon, c'est fort, franchement. Et puis cette dernière pénalité, en effet, ils sont deux à vouloir lui tenir. Il dit non, il fait vite, il se précipite et puis elle passe. 12 cm d'élan. Bon, là, il y a quand même un peu de chance, il faut le reconnaître. Donc sur son rôle de buteur, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas soumis à la pression. Maintenant, il faudra voir dans d'autres contextes. Circonstances. Alors on va rappeler quand même que McIntyre a inscrit 22 points face au Stade Français avec un impressionnant 8 sur 8 au pied. Ça te surprend Arnaud ou pas cette performance ? Ça me surprend non, parce que depuis le début de saison il est quand même super régulier dans les matchs qu'il a fait. Comme je viens de vous le dire, il est à 90% de réussite depuis le début de saison. Donc, c'est énorme, 90%. Ouais, c'est énorme, c'est bien pas sûr. une surprise, d'autant qu'il était déjà un buteur. Je crois qu'il doit être à 26 sur 29. C'est un buteur performant à Agen. Les deux maintiens d'Agen, il y est pour beaucoup quand même. Il était un petit peu moins performant à Agen, j'ai relevé la stat, il était à 72% de réussite à Agen, mais bon, c'est ce qui est déjà pas mal. Mais là, 90%, effectivement, depuis le début de saison, il loupe rien face au perche. C'était d'autant plus important hier que Clermont n'a absolument pas eu le ballon ou rien fait du ballon en première mi-temps et que par contre, il a su... pas une incursion dans les 22 mètres du Stade Français en première mi-temps. Il a su valider la discipline parisienne et les 12 points, ils font du bien à la mi-temps quand même. Mais alors, Valérie, est-ce que la performance de McIntyre peut remettre en cause la hiérarchie qui a priori est installée à l'ASM, à savoir que Camille Lopez, qui est pour l'instant à la Coupe du Monde au Japon, est le titulaire du poste? C'est pas la même question que tu as posée dans le débat. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un numéro 1 ou est-ce qu'il peut bouleverser? C'est pas du tout la même question. Oui, mais s'il a l'étoffe d'un numéro 1, ça veut dire qu'il passe devant Lopez. Ça veut dire qu'il peut bousculer la hiérarchie. Valérie. Dans un club comme l'ASM, il y a de la place pour deux, il n'y a pas de souci. Après, bousculer la hiérarchie, pourquoi pas, il faut voir sur le temps. Moi, il me fait penser, j'ai l'impression d'être revenu 13 ans en arrière et de voir arriver Brock James un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux garçons, au-delà du fait qu'ils soient australiens tous les deux. Il y a beaucoup de choses, même sur la défense. C'est là où pour l'instant ça pêche peut-être un peu et bon, il manque peut-être un peu de. Il est un peu plus courageux que Brock James. Il est un peu, il est un cran au-dessus, il met un peu plus le nez dans la moutarde, mais bon, c'est plutôt peut-être la seule vraie. C'est le talon d'Achille peut-être du joueur. Les Australiens, mais c'est pas forcément leur priorité. J'ai relevé les stats là encore une fois. 35 plaquages, il en a 35 plaquages tentés depuis le début de la saison, il en a manqué 11. Donc c'est 1 sur 3. Mais est-ce que Brock James aurait tenté 35 plaquages? Après, Brock James, on sait qu'il avait le Traxxir dans les matchs importants, dans les matchs décisifs. Lui, on l'a pas vu encore dans des matchs de cette épaisseur-là, donc il faut attendre. Mais bon, c'est vrai qu'on a l'impression de voir arriver le frère cadet, quoi. Donc c'est marrant. Christophe, toi, tu dis que c'est plutôt un bon défenseur Oui, c'est un bon défenseur. C'est pas un excellent défenseur. Il est capable de se jeter dans les pieds, d'essayer d'enrayer, de monter en défense par rapport à la ligne d'attaque adverse.
par rapport à un Brock James, il me semble un peu plus courageux dans ce domaine-là. Bon, c'est pas non plus, il met pas des timbres à renverser les mecs. Bon, en tout cas, au niveau des stats, on va rappeler que l'ouvreur australien réalise un très bon début de saison. Il est depuis hier le meilleur réalisateur du top 14 avec 68 points en 5 journées de championnat. Il le restera puisque Jalibert s'est blessé. Jalibert, malheureusement, oui, c'est gravement blessé avec l'UBB. Tu disais qu'il te faisait penser à Brock James. Est-ce qu'il a un profil similaire à celui de Camille Lopez ? Non, c'est un petit peu différent, je pense. Déjà parce que Camille Lopez est beaucoup plus intégré dans le jeu de Clermont et il est vraiment dans l'animation pure et dure. Il attaquerait peut-être un peu moins la ligne que Camille Lopez, McIntyre. Il est plus dans le rôle pour l'instant de distributeur, mais c'est peut-être aussi un rôle d'un joueur qui vient d'arriver, qui a besoin de prendre des repères. Pour moi, il va pas bouleverser la hiérarchie tout de suite, quoi. Sauf si Lopez a une panne de courant et qu'il soit vraiment moins bien quand il va rentrer de la Coupe du Monde. Je pense que dans l'esprit du staff aussi, Lopez reste numéro 1, mais c'est une très bonne doublure. Après, pourquoi pas, si Camille Lopez a quelques baisses de régime dans la saison, il peut suppléer, ils peuvent alterner un peu plus. Après, sur les phases finales, si les deux sont au niveau qu'on leur connaît, je pense que Lopez sera encore un peu devant. Mais s'il continue sur sa lancée, Valérie, comme ça, il risque de donner des mots de tête à Franck Azema quand même. Tant mieux pour Azema, mais on n'en est pas là encore. Mais ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que dans une équipe qui vit un début de saison un peu moyen, il est là, il tient la boutique, il fait le boulot, il est propre. Franchement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. L'intégration s'est fait rapidement. D'ailleurs, il l'avait dit quand il est arrivé, il dit voilà, moi je suis tellement heureux d'être ici. Bon, il avait conscience d'avoir franchi un palier, d'avoir changé de statut, de stature aussi. Et il l'assume, il le fait bien. Franchement, il n'y a pas grand-chose à jeter sur ce garçon aujourd'hui encore. Oui, parce qu'à Agen, il était plutôt bon, mais l'ASM, c'est un autre, c'est un autre calibre. Puis dans un autre contexte de jeu, dans une équipe qui était souvent dominée, là, même après, si l'ASM l'a été aussi quelques fois. Il s'est fait prendre sa place en fin de saison par un jeune qui s'appelle Berdeux. Oui, mais il voulait préparer aussi la suite, ce qui peut se comprendre aussi à Agen. On savait qu'il partait, qu'il avait signé à Clermont. Parce que ce qui est important de savoir aussi, c'est il joue énormément. En fait, il a été titularisé les 5 premiers matchs. Ça fait partie des postes où il joue en moyenne 73 minutes. C'est énorme. C'est une stat à la Brock James. Non, mais ça fait partie. Oui, mais c'est les circonstances qui veulent ça. Il n'y a pas de numéro 3. Le seul Nandai Williams qui a joué un peu n'est pas là. Toé qui a joué un tout petit peu aussi est blessé, et puis on va pas prendre un numéro 9. Et puis il y a qu'un jeune derrière qui a absolument aucune expérience, donc c'est pas illogique qu'il enchaîne. Et puis c'est pas plus mal, ça lui permet aussi de s'intégrer au jeu clermontois du mieux possible. Et prendre de la confiance, c'est ce que disait Franck Azema après la victoire face au Stade Français. Ils vont avoir 2 blocs de 4 matchs, il est capable d'assumer 8 titularisations sans problème. Je pense qu'avec une coupure au milieu en plus. Mais alors justement, on en saura un peu plus sur ses capacités sur les prochains matchs là, qui sont quand même de sacrées affiches. Montpellier, Bordeaux, Lyon, avant un déplacement à Toulouse. Oui, tout à fait. On en saura un peu plus. Il va se roder à ce qui se fait actuellement de mieux en top 14. Et à votre avis, il est capable justement de... Il faut voir, c'est de la science-fiction là ce qu'on fait pour l'instant. C'est un peu de la science-fiction, tout va dépendre du comportement de son pack, de la manière dont se déroulent les matchs, il y a plein de paramètres. Il a l'habitude de jouer derrière un pack qui est en difficulté. Voilà. En tout cas, pour terminer ce débat, on va jeter un œil sur le classement du top 14 après 5 journées. L'ASM est actuellement 5e avec 12 points, à 10 points du leader Lyon qui carbure pas mal, même très bien. Carbure fort. Et 8 du deuxième, l'UBB qui a perdu donc son demi d'ouverture. Arnaud, tu en parlais tout à l'heure. À noter que l'ASM possède le même nombre de points que Montpellier. Son prochain adversaire, ce sera samedi, ici, au Michelin. Les positions restent quand même très fragiles. S'ils avaient perdu hier, ils se retrouvaient 13e et relégables. l'ASM, oui, donc, on rappelle que le Stade français est lanterne rouge. Le Stade français est lanterne rouge. Donc tout ça, ça reste encore... À part les 2 premiers qui sont envolés, le reste est... c'est vrai que c'est serré. Surtout Lyon. Allez, nous allons clore ici le débat et nous allons maintenant évoquer une info qui concerne le 15 de France qui dispute actuellement, vous le savez, la Coupe du Monde au Japon. Alors une info qui a de quoi rassurer les supporters des Bleus, puisque ce matin, World Rugby a annoncé dans un communiqué que le match États-Unis-France, prévu mercredi matin, aura bien lieu et que le typhon, on parlait beaucoup de typhon, le typhon Mitag, c'est ça, qui menaçait la tenue de cette rencontre, s'éloignait des côtes japonaises. Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même un règlement qui m'apparaît assez bizarre. C'est-à-dire que... il y avait un règlement stupide, mais je crois qu'il y a eu une petite... Tu vas le rappeler, Christophe, donc... le règlement, c'était que si... On rejoue pas le match. On rejoue pas le match. Et match nul, 2 points à chaque équipe. Il y avait un 0-0, donc match nul pour les 2 équipes. Donc les 2 équipes se partagent les points. Sauf si le match commençait
Et après la mi-temps, en deuxième mi-temps, le match était arrêté avec le score figé. Donc là aussi, c'est très aléatoire. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un avenant fait probablement dans la nuit japonaise à ce contrat. C'est qu'ils envisageaient de faire jouer ce match dans un autre stade. Si le typhon s'était précisé de manière plus prégnante. Donc il y aurait une délocalisation. Ils ont dû se rendre compte quand même que c'était quand même une absurdité. Oui, parce que forcément c'était un handicap pour l'équipe de France. Clairement. Qui peut espérer faire le plein. Comme jouer une qualif à la pièce. Quoi. Le seul intérêt, ça aurait été si le match avait été contre les All Blacks. Là, tu les prenais les 2 points. Contre l'Angleterre. Voilà. Mais... Je vous rappelle que en termes de règlement, le rugby est quand même un sport qui se distingue par rapport à d'autres dans l'absurdité. Il y a un demi-siècle, voire un peu plus, il y avait quand même une règle qui disait que les finales, après les tirs au but, après, se jouaient à l'âge. C'est-à-dire que c'était l'équipe qui était la moyenne d'âge. Clermont a perdu une finale de Numanoir comme ça, à la moyenne d'âge. Alors je me souviens plus si c'est parce qu'ils étaient trop vieux ou trop jeunes, mais ils ont perdu une finale comme ça. Faut quand même, effectivement. En tout cas, on va rappeler aussi que pour affronter les États-Unis, Jacques Brunel a titularisé 3 Clermontois, Arthur Ituria, Camille Lopez et Ali Veretti Raka. Et puis il y aura 2 autres matchs contre les Tonga et contre l'Angleterre. Alors des matchs assez rapprochés. C'est bien, il a mis Ituria à sa place. C'est bien. En 3e ligne. Il y en a la place dont le staff avait demandé. On a hâte de voir Raka parce que le sélectionneur a vanté son implication et sa grande forme depuis 3 semaines aux entraînements, depuis qu'il s'était un peu mélangé les pinceaux face à l'Écosse en amical. Donc on va voir si. On va voir ce qu'il donne face aux Américains. On va voir le typhon Raka peut-être. On va voir si Jacques Brunel on va rebaptiser le typhon. C'est un œil de lynx, il a bien. Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Ton top, Christophe, s'il te plaît. Et bien, mon top, c'est Mike Tager, talonneur de Clermont, qui honorait hier sa première titularisation, sur lequel on avait quelques doutes, dans la mesure où le staff ne lui avait pas fait confiance sur les 4 premiers matchs. Oui, on se posait quelques questions. On se posait un peu des questions, mais bon, ce garçon a peut-être besoin un peu plus de temps pour s'intégrer et peut-être aussi pour se préparer physiquement. Il a perdu 10 kilos, il avait besoin, il le dit, qu'il avait besoin de remise en forme. Quoi. Et puis qu'il découvrait une rigueur qui était un peu nouvelle pour lui. Donc voilà. Et son match de hier a été une bonne surprise. Ton top, Arnaud? On va revenir sur la Coupe du Monde et mon top, c'est l'équipe du Japon qui a battu l'Irlande la surprise générale 19-12. Donc ils avaient déjà fait le coup en 2015 contre l'Afrique du Sud. Là, ils confirment. Malgré une première sortie contre la Russie qui était plutôt moyenne, plutôt très moyenne. Mais bon, il y avait peut-être la pression de l'événement, le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Et là, contre l'Irlande, ils ont fait un match absolument fantastique, du rythme pendant 80 minutes. Et non, chapeau à cette équipe. Tu es en train de nous dire qu'en poule en 2023, il ne faut pas qu'ils soient dans la poule de la France. Voilà, exactement. Ton top, Valérie? Alors moi, mon top, ce sera un monsieur qui est un peu inconnu. C'est un arbitre, monsieur Lemonnier, qui était l'arbitre hier du match Cournon-Tulle. Wow, voilà. D'accord. Et voilà, là, on descend bas là. Oui, fédéral 2, certes, mais voilà. Oui. Non, c'est plus sur l'aspect de la mentalité du rugby. Le capitaine de Cournon s'est permis un nom d'oiseau à son endroit. D'accord. Je le citerai pas, mais si vous avez de la mémoire, c'était le même que Eric Cantona avait utilisé à l'endroit d'Henri Michel. Ok, on voit. Donc c'était une faute du joueur. Il n'a pas hésité à sortir le carton rouge. Voilà. Et je trouve que c'est bien de remettre les joueurs de temps en temps à leur juste place. Je crois savoir aussi que l'impétrant s'est fait secouer les bretelles et les oreilles aussi après le match, ce qui était normal par son staff et même par certains de ses coéquipiers, c'est logique. Voilà. Non, mais j'ai trouvé qu'il avait assumé. C'était son premier match de Fédéral 2, un jeune arbitre. Voilà, il a eu les épaules, il a pris ses responsabilités. Sur le terrain de Cournon, bon, voilà, il s'est pas fait que des amis dans les tribunes, mais c'est pas grave. Il a eu raison, bravo. C'est dans le règlement, ça devrait être absolument. Oui, bien sûr. Et tout ça, l'est à chaque fois, ça. Oui, après c'est une question de cohérence, on en a parlé. Et voilà, c'est des choses qu'on voyait pas forcément dans le rugby autour des arbitres, surtout de la part d'un capitaine en plus. Donc voilà, il a pris ses responsabilités. Et voilà, il y a même un autre joueur qui a pris un carton jaune sur la même action. Donc bravo monsieur Lemonnier. Allez, on passe au flop, Christophe. Mon flop, c'est l'équipe d'Irlande. L'équipe d'Irlande qui, à mon avis, avait déjà mal à la tête avant de perdre contre le Japon. Dès le tirage au sort en fait, de cette Coupe du Monde, parce qu'elle savait qu'elle allait tomber sur ou l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande, donc c'est-à-dire ou la peste ou le choléra. Oui, et là vraiment, choix cornélien. Je pense qu'il doit avoir mal à la tête notre ami Joe Schmidt, parce que il est suspendu à la cuisse de ce pauvre Johnny Sexton qui plus ça va plus fait ses 34 ans. Et on se rend compte que derrière, le réservoir est quand même un peu faiblard. C'est une équipe vieillissante. J'ai peur que ce soit un peu en fin de course cette génération.
Et après avoir gagné plusieurs tournois, plusieurs grands chelems, va encore passer à travers sur une Coupe du Monde. J'en ai bien peur en tout cas, parce que cette défaite contre le Japon n'annonce rien de bon. Et surtout en quart de finale, s'ils doivent rencontrer les Blacks. Ou la Sud, c'est la même chose. La peste ou le choléra. Arnaud, ton flop? Alors mon flop, c'est l'équipe des Fidji. Donc, qui a perdu contre l'Uruguay. L'Uruguay a fait un gros match, mais c'est surtout les Fidji qui ont perdu ce match. Ils ont fait preuve d'une suffisance assez énorme, j'ai trouvé. Des coups de pied, de transformation à rater en face des poteaux, de la suffisance en tapant, de la suffisance dans le jeu. Ils ont vraiment pris de haut cette équipe de l'Uruguay. Conséquence, pénalisée, défaite et une qualification pour l'écart qui est c'est très fidjien, 90% compromise. C'est très fidjien. Maki a changé aussi du sol au plafond. Et du coup, ça s'est retourné contre les Fidji. Valérie, ton flop? Pour le coup, ce sera les deux clubs parisiens du top 14, le Stade Français et le Racing, qui ont déjà un peu de mal malgré tout à exister sur le plan de la ferveur. Je pense que leur début de saison très compliqué ne va pas arranger leurs affaires. Le Stade Français joue un peu dans un stade mouroir. Heureusement qu'hier il y avait les Arvernes de Lutèce qui étaient là, et qui ont mis de l'ambiance dans le stade et qui ont fait du bien. Sinon c'est un peu triste. Et puis le Racing aussi c'est compliqué, quoi. Alors même s'il leur manque des joueurs avec la Coupe du Monde, je pense qu'il y a quand même autre chose. Il y a eu peut-être une cassure avec le départ de la bite. C'est un peu compliqué. Je pense que pour Toto Travers ça risque d'être une saison assez difficile. Pour revenir aux Fidji et le sujet d'Arnaud, c'est une équipe qui manque de rigueur, mais pourrait bien vite en trouver. Il se murmure qu'après John Maki, qui ne va pas être conservé, un certain Vern Cotter pourrait reprendre une sélection, et ça pourrait être ou l'Italie ou les Fidji. Donc si les Fidji vont arriver Vern Cotter, je pense qu'il Tu lui conseilles quoi? Fidji? Ça dépend de ses... Ça dépend de ses envies. Il aime beaucoup le vin, alors je pense que le vin fidjien n'est pas très bon, ça, c'est très clair. Et de ses émoluments aussi, mais la vie en Italie, il connaît, il a déjà joué en Italie et je sais qu'il aime beaucoup l'Italie. Donc. Allez, ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, comme d'habitude, place au quiz. Alors pour commencer, messieurs, je vais vous demander de trouver le nom d'un joueur à travers son parcours. Alors je vais vous donner une liste de clubs, et cette liste, elle correspond à un joueur qui a porté les couleurs de l'ASM. Alors si je vous dis Clermont, Castres, Stade Français, Montpellier et Lyon, Privat. Vous me répondez non, pas Privat. Clermont, Castres, Stade Français, Montpellier et Lyon. C'est un joueur qui est toujours en activité? Non, c'est un pilier droit. Il est né en 81. Atoub. Non. Voilà, si, c'est ça, David Atoub. 4 sélections en équipe de France. C'est David Atoub. Cherchez le Montpellier, mais oui. D'accord. Allez, une deuxième liste. Si je vous dis Colomiers, Clermont, Bayonne, Pau et Albi. Delpuech. C'est ça. Stéphane Delpuech, né à Saint-Afrique en 74. Dit de sanglier. Vice-champion du monde junior en 1992. Qui malheureusement a eu des problèmes de santé importants ensuite. C'était quelques chaos. Oui. Alors je vais maintenant vous demander de trouver le point commun dont on tire à l'origine entre plusieurs joueurs. Alors quel est le point commun entre Daniel Dubroca, Laurent Rodriguez, Franck Ménel, Denis Charvet et Didier Cambera-Béraud? La première Coupe du Monde. Alors là c'est assez dur. Ça a un rapport avec la... avant moi. Ça c'est avant moi. Oui, mais non, j'ai pas pensé à ça. Et c'est un rapport avec la Coupe du Monde 1987. Il faut être un petit peu plus précis. Ils ont joué la demi-finale contre l'Australie. Non, c'est un autre match. La finale contre la Nouvelle-Zélande. Contre la Nouvelle-Zélande. Les Fidji. C'est le match perdu. L'Écosse. Match nul contre l'Écosse. C'est le match perdu juste avant la Coupe du Monde. Non, c'est un match gagné et bien gagné. Ils étaient tous sur la pelouse de l'Eden Park ce jour-là. Ils ont participé à l'essai du bout du monde, ils ont touché le ballon sur l'essai. Ils ont fini en slip. Non, la Coupe du Monde. Oui, 87, le 15 de France qui a atomisé une équipe, vous vous en souvenez? Non, une équipe africaine. La Namibie. Le Zimbabwe. 70-12. Les Bleus avaient inscrit ce jour-là 13 essais. Allez, on termine, messieurs, avec le jeu de la citation. Qui a dit « Si on prend des coups sans les rendre, c'est terminé, le match est perdu ». Alors là, c'est un joueur qui est né bien avant toi, Arnaud. Je pense que tu le connais, hein, même s'il est plus en activité depuis un peu de temps. C'est un Français. Il jouait quel poste? C'est un Français qui jouait, je vais dire une connerie, demi de mêlée. Je crois, pas me tromper, demi de mêlée. Parce que là, il faut que je remonte. Faut quand même remonter loin, on va dire, je dirais plutôt dans les années 70, voire 80. La Fargue? Non. La Fargue.
si on prend des coups sans les rendre, c'est terminé, le match est perdu. Alors, c'est l'homme d'un seul club. Il a joué dans un seul club. Je ne crois pas dire de bêtises. L'ASM du coup. Non, pardon. Oui, non, c'était pour tout à l'heure. C'était pour tout à l'heure. Là, ça n'a rien à voir avec l'ASM. Et c'est un joueur qui a un palmarès impressionnant avec ce club. Richard Astre, donc bien demi de mêlée, c'est ça, oui, demi de mêlée, ouais. de Béziers, qui a Richard donc qui a 11 titres de champion de France à son actif. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Je mets une réserve sur cette statistique. Sur les 11 titres. Ah bon? Oui, on vérifiera. D'accord, ok. Bah, on en parle la semaine prochaine. Autour d'un verre de vin fidjien. Messieurs, merci beaucoup. Et à lundi prochain. Au revoir, ciao. Au revoir. Au revoir, salut.